Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir Alexandre Rifaille que nous suivons un peu sur X et puis aussi certains médias qui veulent bien entendre en tout cas ton discours. Merci d'avoir accepté notre invitation au Café Laïque Paris. Et bientôt, on va te retrouver aussi au Café Laïque Bruxelles. Voilà, nous sommes heureux de t'accueillir parce que c'est en lisant un peu ton parcours et ton histoire, ça m'avait fortement fait résonance, écho, et que je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut transmettre, qu'il faut diffuser comme histoire, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point aussi, au sein des personnes qui sont issues de familles musulmanes ou de pays arabo-musulmans, peuvent avoir ce parcours-là. C'est l'idée que quand on est éduqué avec une certaine vision de l'autre comme étant un ennemi ou quelqu'un qui nous veut du mal, etc., finalement, on grandit avec une haine, mais qu'on ne comprend pas forcément. Et que pour certains, aller rencontrer l'autre, ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur la réalité. Moi, comme vous savez, il y a peu de temps, j'ai été accueillie en Israël et j'ai toujours entendu le discours de dire Israël, apartheid, etc. Et sur place, personne ne regardait. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, voilés, non-voilés, etc., qui se trimballent et personne ne fait attention. Et donc ça m'avait aussi fortement frappé. Et donc c'est aussi assez intéressant de pouvoir aussi entendre ton discours, ton témoignage, qu'il est intéressant de pouvoir le transmettre et que ça puisse faire écho à d'autres, parce que moi je pense quand même que c'est en montrant l'exemple qu'on finit par toucher les autres. Et donc voilà, donc sans plus tarder, je ne vais pas plus te décrire parce que je vais te laisser la place et tu vas le faire très bien. Donc je vous demande d'accueillir Alexandre Rifaille au Café Laïque Paris le 5 octobre. Merci à tous, merci Fabien de me recevoir, de me donner cette opportunité de m'exprimer sur un sujet, c'est vrai, qui me tient à cœur. Alors en fait, en réalité, moi, je ne dirais pas, je vais juste apporter une nuance. C'est pas moi un conflit de civilisation dans le temps. Moi aujourd'hui, je ne suis pas légitime pour parler de ce sujet. De choc de civilisation, de conflit de civilisation. Moi, je viens de dire, puisque je viens témoigner en fait effectivement d'une culture, d'un monde dans lequel j'ai été élevé. C'est un monde, une culture de haine, où la violence est banalisée, où la mort est fêtée, le martyr est proclamé. Donc, c'est vrai qu'une culture, ça fait partie d'une civilisation. Mais d'autres spécialistes parleront, moi j'ai un peu peur de ces mots. Donc, et puis, je viens vous parler de mon passage de cette culture de la haine à cette culture de valeur humaine. Cette culture qui nous est chère à nous tous, qui est le monde libre, le monde où la vie humaine a une valeur. La vie humaine a un sens. On n'est pas né pour mourir, pour libérer un territoire, parce que sinon Dieu aurait pu faire à notre place. Mais donc, je viens donc effectivement de cette culture de haine. Je suis venu aujourd'hui d'être avec vous parce que, d'abord, c'est vrai, je ne suis pas habitué de la prise de parole en public, parce que voilà, c'est quelqu'un d'immobilisme. Je suis venu parce que je voudrais aussi vous parler en quelques minutes, peut-être 45 minutes, peut-être un peu plus, un peu moins, de tout ce que j'ai écrit dans mon livre, puis je viens de terminer. Donc c'est difficile, c'est un premier, on va dire, test de parler de ce que j'ai écrit sur le papier, qui est pour moi beaucoup plus facile d'écrire que de le dire. Donc, si je suis un peu confus, un peu perdu dans mes idées, je suis désolé d'avance, je vais essayer d'être un peu plus clair. Et je suis venu parce que je voulais
par me choquer et choquer tout le monde, parce que ce que je vais dire, ça fait peur. S'il vous plaît, ne soyez pas naïfs. Ils veulent votre mort. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne soyez pas naïfs. Ils veulent votre mort. S'il vous plaît, ne soyez pas naïfs. Ils veulent votre mort. Alors, cette phrase, je la répète avec émotion. C'est la dernière phrase que j'ai dite dans un dîner avec des amis israéliens à Tel Aviv, avant le programme. J'avais réuni un certain nombre d'amis israéliens que je rencontrais sur place pour leur dire adieu. Je ne savais pas s'ils allaient revenir et quand ils allaient revenir. Donc, c'est des Israéliens que j'ai rencontrés pendant un mois et demi, que je ne connaissais pas avant, et que c'était en plein purement de la réforme contre Netanyahou, de la réforme de la justice contre Netanyahou. Et j'ai rencontré des gens, des Israéliens, là, bien sûr, mais des Israéliens de tous bords, et surtout des gens, en fait, effectivement, qui viennent de la sphère de la gauche israélienne, on voulait m'amener dans les manifestations, ce n'était pas mon rôle, mais j'ai vu de mes propres yeux des drapeaux palestiniens à Tel Aviv, et j'ai entendu des gens dire Free Palestine en plein Tel Aviv. J'ai entendu des gens qui disaient c'est notre faute, c'est nous qui avons mal fait avec les Palestiniens, c'est nous qui haïssons les Palestiniens. Certains me disaient même les Palestiniens pourraient être des meilleurs citoyens israéliens. Ouvrons les frontières, faisons un État binational, comme dirait certaines Rima Hassan, un État binational où les frontières sont ouvertes. Il y avait donc beaucoup de discussions, on n'était pas d'accord. Certains me disaient, bon, toi, tu étais israélien, tu voterais l'italien. Je leur disais, non, moi je viens d'une culture, je viens d'un monde que j'ai toujours entendu, on voulait vous tuer, on veut vous exterminer parce que vous êtes juif, parce qu'on ne vous reconnaît pas votre distance, parce que c'est vraiment la haine des juifs qui prime dans le monde qui vous entoure. Je ne vous demande pas de ne pas chercher à trouver une solution pour les Palestiniens. Qui ne veut pas une solution pour les Palestiniens? Mon neveu est palestinien, je viens d'une culture où la cause palestinienne est sacrée. Mais protégez-vous d'abord. Et quand je leur ai dit cette phrase, ne soyez pas naïfs, je vous plaît, de répéter 3 fois. C'est pour ça que j'ai répété là aujourd'hui 3 fois. Et je suis parti. Le 7 octobre, vous avez tous vécu le même cauchemar, j'imagine. Moi, mon téléphone n'arrêtait pas de recevoir des notifications de ces mêmes amis qui criaient des désespoirs, qui m'envoyaient des photos, qui m'envoyaient des vidéos. Moi, j'étais terrifié. Et en fait, ces mêmes amis, ou ces amis, pardon, celles qui étaient pro-palestiniennes, qui allaient chercher des Palestiniens à Gaza pour aller les ramener dans les hôpitaux israéliens avant le programme, elle m'a dit, Alexandre, je suis désolé, tu avais raison. Donc voilà. Donc, vous me connaissez, donc je viens de cette culture, de ce pays où la haine est viscérale. J'ai une chance, malgré tout, d'être né dans un environnement très complexe. Mes parents sont des communistes qui
qui venaient de deux, on va dire, deux, comme dire, deux antagonistes qui se haïssaient, mais mes parents étaient communistes, donc ils se sont mariés par le Parti communiste, et j'ai eu la chance de naître athée. Je ne suis pas allé à l'apostat, contrairement à vous, cher Abila. Moi, je suis jamais cru, donc je ne peux pas dire que je suis un apostat. Je ne suis pas un musulman, même si mes parents, pour le papier, sont musulmans. Je suis né aussi dans une dictature nationaliste, socialiste. Donc, tout ce qu'il y a de pire dans ces termes, où la Syrie a été vue comme, en fait, le phare du nationalisme arabe, le phare de la résistance contre l'entité ennemi sioniste. On ne parle pas d'Israël, on parle de l'entité de l'ennemi sioniste. Et la Syrie était l'honneur de pays arabes, du peuple arabe, de musulmans. C'était avant, à mon avis, c'était moins le cas aujourd'hui. J'ai vécu dans cet environnement, j'ai vécu aussi dans un environnement où l'islam politique, mais aussi l'islam rigoureux, prenait de plus en plus de place. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation de cette soirée, ces trois camps, l'apparent antagonistes, parce que les islamistes et les communistes, normalement, ce sont des ennemis, le parti, le pouvoir, c'est pareil, combattre les deux, mais ils avaient un ennemi commun, une cause commune, c'est la haine d'Israël. Et moi, c'est ça qui me travaillait dans la tête. Comment ça se fait que ces trois-là, qui sont complètement antagonistes, différents, adversaires, ennemis entre eux, ils ont le même simplement contre le salut d'Israël. Donc, dans cette culture, en fait, je dirais, en fait, le contexte, est-ce que, comment ça se fait que, moi, il y a quelques années, je suis allé voir une productrice du film, il y avait un scénario avec un co-auteur qui est présent là d'ailleurs, et nous avons présenté un scénario d'un film. La première chose qu'elle m'a dit, que les Syriens sont très antisémites. Moi, ça m'a blessé. J'étais un peu entre deux, presque, pas vraiment, mais comment les Syriens sont antisémites, c'est-à-dire moi, je suis antisémite. En fait, il y a le contexte de l'antisémitisme dans lequel on est élevé. Vous le devinez, bien sûr, c'est la cause palestinienne. On est invité, on est élevé sur cette cause sacrée. C'est une cause presque religieuse, à savoir la cause palestinienne est vraiment la cause de tous les combats. Et en même temps, les mêmes gens méprisent, haïssent, tuent même les Palestiniens chez eux. Et vous avez vu le dictateur Assad qui n'arrête pas de faire des communications en solidarité avec le peuple du Qatar. Lui-même, il a accessé, il a tué plein de Palestiniens dans le camp Yarmouk. Ce contexte de haine du cause palestinien, elle nous met dans une configuration qui est la suivante. L'entité de l'ennemi sioniste, Siad al-Arabi al-Sarnouni, c'est une entité. En arabe, quand on dit Kian, la traduction n'est pas exacte. Ça relève d'un corps étranger qu'on a greffé dans le monde arabe. Donc, c'est un corps étranger, ce sont des colons qui viennent d'Europe pour pomper, excusez-moi le terme, mais c'est exactement ça, pomper les richesses du monde arabe et être le bras armé de l'impérialisme américain, de l'Occident,
et les Arabes qui haïssent les Arabes pour des musulmans, etc. Donc on est dans ce contexte-là. Alors on dirait, bon, c'est un conflit territorial, donc c'est un antisionisme, c'est un anti-israélien. Vous avez ce discours aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup vont dire, mais non, mais en fait, nous, on n'est pas contre les Juifs, on est contre l'État sioniste, on est contre Israël, on est contre sa politique. Mais c'est exactement ça dont j'étais convaincu moi-même. J'étais convaincu d'être dans le bon chemin. Je ne suis pas antisémite, je suis anti-israélien. Alors comment cet antisionisme peut quelque part rejoindre de manière flagrante et assumer l'antisémitisme? Parce qu'à l'époque, moi, je traduis mon état de montagne, mon état de réflexion à l'époque. En fait, le discours officiel en Syrie à l'époque, vous n'entendrez jamais un journal officiel de la télévision d'État prononcer le mot juif. Jamais. Un journal officiel, jamais. Il n'y a pas de mot juif dans leur existence, il y a l'entité de l'ennemi sioniste. Mais si vous creusez, la réalité est tout autre. Et tout autre c'est pas dans le discours officiel, c'est dans le discours social, c'est dans le discours de la vie quotidienne. Après le journal, il y avait une seule chaîne. Il y avait une chaîne télévisée, les autres chaînes, on ne pouvait pas voir, c'était tout crypté, on ne pouvait pas voir. Après le journal officiel, on avait des séries télévisées produites par des acteurs syriens, des scénaristes syriens, où on vous montre les visages de juifs, ce visage de juifs haineux, le nez creux, comme vous dites, barbu, orthodoxe, religieux orthodoxe. Les démons ne sauraient pas le dire en français. Des fois, il y a des mots qui n'arrivent pas à dire en français, comme on décrit ce juif, le vigouneux, le méchant par nature. On montrait les femmes juives impures, prêtes à vendre leur corps à n'importe qui pour la cause juive, bien sûr. Donc cette culture antisémite existait dans les médias qu'on appelle les médias. À l'époque, il n'y avait pas des milliers de chaînes de télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Et dans le tour social, on va dire, moi, la première fois que j'ai entendu le mot juif, vraiment, c'était à 8 ans, j'avais 8 ans. Moi, je viens d'une famille très politisée. Mes parents, donc, le communisme, on parle politique. J'avais entendu mes parents dire juif, toujours israélien, toujours, mais jamais juif. Le jour de la guerre du Kippour, j'ai un oncle qui est paternel, qui est très islamisé, qui a devenu très islamisé, qui vient me voir et discute avec ma mère qui est communiste, féministe, et il nous dit: mais c'est dommage que Claire n'a pas terminé son travail avec les juifs, on n'en ferait pas là aujourd'hui. Donc, bon, moi, je ne savais pas de quoi me parler, mais c'est vraiment le jour où j'ai enregistré le mot juif dans ma conscience. Et j'ai l'impression que c'est un jour, vous voyez, c'est un moment zéro à partir duquel votre vie s'enchaîne. Et depuis ce jour, le mot juif revient dans les activités, dans la cour de récréation à l'école. Quand on va vous traiter juif. Ma grand-mère, quand elle voulait mépriser quelqu'un, elle va utiliser Khinzir juif, porc juif. Ça me fait référence à ce député, la France Insoumise, qui a traité un député de porc 3 fois porc. Moi, je l'ai entendu il y a 50 ans. Donc, ce député, on prend, c'est autre parenthèse, on prend,
ces rhétoriques antisémites que par ailleurs, après, en venant en France, j'ai appris que c'est antisémite traiter quelqu'un de porc, un juif de porc. Donc, ma grand-mère qui disait, peut-être c'est pas elle, mais qui pourrait, j'ai entendu en France des gens dire, moi, si ce juif était à côté de moi, je le couperais 1000 fois, je mettrais dans le feu 1000 fois. Ah, une fois, 1000. Ça montre cette haine, ça montre cette violence. Pour haïsser quelqu'un, d'accord, tu es, mais pourquoi 1000 fois? Pourquoi 1000 fois? Et moi, cet excès de violence m'a toujours choqué, interpellé. C'est pas pour autant que je n'étais pas comme eux. Et le pire, dans ce cas-là, en fait, c'est les mosquées. En Syrie, en fait, je pense que je ne sais pas si tu as vu dans un musulman, ça veut dire pardon, mais en Syrie, nous avons la chance ou la malchance, où il y a beaucoup de mosquées dans la rue, partout, et le jour de la prêche de vendredi, même si vous n'êtes pas dans la mosquée même, vous allez entendre le prêche de la mosquée avec des haut-parleurs depuis les minarets. Et là, moi j'avais la malchance, ma chambre d'adolescente donnait à 100 mètres d'une mosquée, et tous les vendredis, j'entendais les réverbères. Les juifs buveurs de sang, les juifs prières du prophète. Maudissant les juifs, Dieu nous a ordonné de tuer. Dieu, etc. C'est toujours. Et en fait, donc, vous avez un discours officiel qui se montre clean, et puis vous avez un discours social imbibé de cette haine de juifs qui est donc présente. Alors vous me direz, mais quel impact alors? Parce que bon, en fait, on est tous quelque part imbibés par cette haine, puis il y en a qui sont morts, heureusement. Mais l'impact est simple. En fait, le problème, c'est que vous vivez quand vous entendez matin, midi et soir l'entité de l'émissionniste et vous avez le visage du juif incarné par le diable absolu. Le mal absolu, c'est le juif. Et en fait, vous êtes endoctriné par cette haine. Ce n'est pas seulement une haine que vous vivez, mais vous êtes endoctriné. C'est un lavage de cerveau en continu, matin, midi et soir. Et vous avez donc deux mondes, en fait, effectivement, moi, divisé entre deux mondes. Alors, ben, mon monde, c'était quoi? Les Arabes, moi, c'est rien. Pardon, moi, c'est rien. Les Arabes, le monde du bien, le monde du bien. Et en face, le monde du mal, c'est Israël, les Juifs, etc. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis là, parce que même si moi, je n'ai pas grandi dans un pays arabe, Oui. moi, je suis grandi à Bruxelles. Oui. Et on a exactement la même chose. Ah oui, voilà. J'ai frappé des mosquées, j'ai des mosquées à Bruxelles, en Belgique, c'était pareil. Ils prêchaient la haine du juif les vendredis, c'était leur, on va dire que leur prêche qui revenait le plus souvent, c'était la femme, comment elle va aller en enfer, et les juifs. C'était vraiment les deux thèmes qui revenaient. Mais c'est-à-dire, comme ça, on te voit dans tout le monde. Dans la mosquée, c'était ouvertement, voilà. Mais pas à l'extérieur. À l'extérieur, on ne disait pas ça. Oui. Et il y avait aussi, comme tu viens de dire, c'est-à-dire que l'autre était vu comme le mal absolu, oui, comme voilà. le mort, comme la personne qui est impure, mais on ne pouvait pas le dire à l'extérieur. Sauf qu'en Syrie, de manière dans un pays, dans d'autres pays, on le disait à l'extérieur. Entre arabes. Mais nous, en fait, c'est quelque part, il ne fallait pas le dire aux mécréants. Mais dans la communauté, ça se disait tout à fait. Et en Syrie, il n'y a pas que des arabes. Donc, entre nous, on dit qu'on a il y a donc cette. Je n'ai pas déjà compris, ça à tout le monde. Donc, on vous fait comprendre que la lutte, la résistance, si vous préférez, contre ce mal absolu, entre les Israéliens et les Juifs, c'est une résistance légitime. C'est plutôt une résistance souhaitée, espérée,
obligatoire. Obligatoire en tant que croyant, en tant que. Oui, en tant que croyant, vous devez combattre ces ennemis par tous les moyens. Alors à l'école, on avait donc d'abord, par les moyens biologiques, on avait le cours d'éducation qu'on appelle l'éducation nationaliste. C'est vraiment tronquer l'histoire, raconter l'histoire de manière tronquée, de manière complètement faussée. On n'a jamais entendu parler ni du pogrom du Juif, ni de la Shoah, ni de rien du tout. Donc l'histoire est racontée selon une manière pour attiser cette haine. Il y avait aussi le cours de l'éducation militaire. On nous fait porter la larme parce qu'un jour il y aura un combat contre les pays. Mais surtout, en fait, cette patte à ce monde traditionnellement juif et israélien, on va glorifier le terrorisme, la violence. Et croyez-moi ou pas, comment? Pas le terrorisme, mais la résistance. Oui, mais en fait, non, mais ce que je dis, pas le terrorisme, mais je t'avais dit, en fait, au contraire, parce que moi, je me rappelle de la première fois, vous faites se rappeler cette anecdote, la première fois que j'ai entendu d'un attentat suicide, c'était pas un islamiste, c'était une communiste libanaise, dans les années 80. Elle s'est fait exploser devant le char israélien, à la fin des morts. C'était la victoire, c'était la fête, c'était la fierté de tout le monde, des communistes comme des islamistes, comme de tout le monde. Et puis après, donc moi-même, des communistes qui étaient dans la jeunesse communiste, je trouvais que c'était magnifique. Je disais, de toute façon, à la tuer des militaires, c'est un acte de résistance, c'est un acte de résistance qui est à la tuer des militaires. Autre question. Est-ce que réellement c'était le terme résistance qui est donné, ou est-ce que le mot résistance, la résistance est venue surtout en Occident pour faire avaler à l'Occident? Non, c'est vraiment le terme résistance. On vous dit depuis la résistance, c'est la résistance al-Muqawama. Et la Syrie, c'était le phare de al-Muqawama. Vraiment, on parlera de terrorisme. Pour eux, c'est Israël les terroristes. C'est Israël. En fait, vous allez dire après que le terme résistance, on nous importe ici en Europe, parce qu'en fait, on reprend les mêmes rhétoriques qui ont empoisonné des générations entières au Moyen-Orient, et on le remet aujourd'hui au bout du jour en Occident. Et c'est ça le drame, en fait. Moi, quand je prends les députés de la France insoumise, leur tweet, leur discours, j'ai l'impression que je suis revenu 50 ans en arrière chez moi en Syrie. Et c'est ça qui est dramatique. Mais cet attentat contre des militaires, on peut dire que c'est la résistance. Vous pensez, moi aussi, c'est la résistance. On n'a rien à nous reprocher de la résistance. Les Israéliens étaient au Liban, donc c'est bien fait pour eux, entre guillemets. Mais ensuite, il y a eu des attentats contre des civils. À chaque fois, les attentats dans le bus en Israël, on fêtait cet attentat. Les enfants qui mouraient, on fêtait ces attentats. Des femmes enceintes tuées, on fêtait ça. Des gens sortant des synagogues, on les fêtait aussi. Donc, ce n'est pas une question de résistance, c'est une question de haine. Ils n'arrivent pas, en fait, à comprendre cette. On est tellement impliqué par cette violence qu'en fait, on devient terroriste par définition. Donc, moi, je dis toujours dans mes livres, ces gens-là qui applaudissent le Hamas aujourd'hui, s'ils avaient la possibilité, on peut se poser la question est-ce qu'ils seraient capables de commettre la même chose? C'est ça la question que je pose, parce que c'est leur culture qui leur pousse à ça.
moi-même, à 14 ans, j'ai fait un journal intime d'un adolescent qui raconte un peu mes contradictions vis-à-vis des islamistes, vis-à-vis de la côte palestinienne, de me poser beaucoup de questions. Et ce journal est devenu à un moment donné un roman. Et dans ce roman, moi-même, je me suis engagé, enfin l'héros, c'est un roman, c'était pas forcément moi. L'héros s'est engagé dans un camp d'entraînement pour devenir martyr, pour devenir un kamikaze. Et heureusement pour moi, à la fin du roman, c'est comme ça, peut-être. En fait, j'ai dit non, moi je veux sortir du campement, et dans le moment où je pars à 5 h du matin, je m'en vais, je vais faire mes études, je vais continuer mes études. C'est un choix que j'ai fait dans le roman. Voilà, tout ça pour vous dire, en fait, cette culture de la haine, je l'ai aussi comprise, vous dites tout à l'heure, cette culture de la haine, elle est, en fait, on met au monde des enfants pour qu'ils deviennent, pour qu'ils participent à cette violence, à cette haine. Et j'ai découvert la phrase que vous connaissez tous, de Golda Meir, qui ne peut jamais être démodée, parce que c'est la vérité absolue. La paix avec les Arabes ne viendra que lorsque les Arabes aiment leurs enfants plus qu'ils nous détestent. Le jour où cette culture de la haine se transforme en culture de développement, de protection, de vie, on met un enfant dans le monde, au monde, pour l'aimer, c'est pas pour l'envoyer à la mort. Cette culture de la mort est notre premier problème. Comment donc sortir? Parce que c'est important de dire mon cheminement, mon sorti, moi, d'abord grâce, d'abord je le dis, aujourd'hui je ne suis pas du communiste, je suis très très loin des communistes, mais je suis sauvé par le communisme. Je suis sauvé par le communisme dans le sens, le fait que mes parents soient communistes, je l'ai athée. Et je n'ai jamais été trempé dans l'idéologie de la haine que de fuse, malheureusement, l'islam. Il faut être vrai. Et que je ne dis pas la paix aux musulmans, je ne voudrais pas qu'on traverse mon propos, mais l'idéologie de l'islam a un problème de banaliser la violence, de banaliser la haine. Il y a des versets contradictoires qui vous disent qu'il faut tuer le juif quand il est caché derrière une pierre. La pierre vous dira il y a un juif derrière moi caché. Le Dieu vous dire tuez-le. C'est un verset coranique. Et en même temps, il y a d'autres versets qui vous disent non, je ne sais pas, je ne suis pas un chrétien, qui vous disent le contraire. Donc, je ne suis pas allé dans cette idéologie. Heureusement, ça va sauver. Le communisme va sauver. Ensuite, cette contradiction entre les trois camps dont je viens de parler me faisait réfléchir, me faisait. On ne se comprend pas logique. Ils sont tous contre le juif. Bon, et pourquoi autant de violence? Pourquoi autant de haine? Pourquoi autant? Je ne comprenais pas. Dans ma culture communiste aussi, ma mère me disait, quand j'étais jeune, de rencontrer des communistes israéliens. Et si tu savais, ils étaient plus pro-palestiniens que les Palestiniens. Donc je lui disais, dans ce cas-là, tous les Israéliens ne sont pas des monstres. Tous les Israéliens qu'on me raconte, ce ne sont pas des monstres. Donc il y a des gens qui sont pour notre camp. Oui, mais ils sont minoritaires, etc. Donc, mais enfin, c'est aussi la culture, l'éducation. Ma mère a semé beaucoup de graines sans être pro-israélienne et en se défendant elle-même d'être antisémite. Même si aujourd'hui, moi, l'Alexandre que je suis devenu, quand on est anti-israélien, on est fortement antisémite. Il n'y a
pas à douter. Il n'y a pas à douter. Vous pouvez critiquer Israël, mais quand vous êtes anti-israélien, c'est-à-dire que vous êtes contre le droit du peuple juif à l'autodétermination. Pour moi, c'est clair et net. Donc ma mère n'était pas, se défendait de tout antisémitisme, je ne veux pas ajouter, c'est parce qu'elle n'est plus de ce monde, mais en même temps, elle s'aimait des grèves, toujours au moment de regretter que Hitler n'ait pas terminé son travail, elle a chassé, elle a chassé. Vous sortez maintenant, la vie est terminée. Et puis on lui a dit aussi, si Hitler avait terminé son travail avec les livres, tu aurais été le prochain sur la liste. Et puis quand elle est partie, elle nous a réunis. Elle nous a dit, vous apportez notamment, ne l'écoutez pas, c'est un fanatique. Ne l'écoutez pas, c'est un fanatique. Et moi, ça m'est resté. Ça a déclenché un certain nombre de questionnements, de doutes, de réflexions. Et puis, je vivais dans ce milieu de haine, qu'on ne sait rien, quand on me rend compte. Donc, j'étais contre Israël, quand je vous en Israël, et pour moi, c'était la normalité. Jusqu'au jour, en fait, au moment de mon baccalauréat, donc j'ai découvert que le camarade était à côté de moi, que je ne connaissais pas, en fait. Il est venu dans la dernière année scolaire, nous a rejoints. Et à chaque fois qu'il y a un cours de l'éducation religieuse, ceux qui ne sont pas musulmans sortent de cours. Donc, moi, je pensais, comme beaucoup de mes camarades, qu'il était chrétien. Et donc, au moment du baccalauréat, il était le premier de la classe. Il avait le meilleur nom que moi. Et donc, j'ai découvert que ce camarade ne pouvait pas faire les mêmes études que moi, ne pouvait pas prétendre à la même bourse que moi, pour venir apprendre le français et venir faire des études en France, parce qu'il était juif. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il était juif. Je ne savais pas. Et ma première réaction, c'était le choqué, c'était un doux. J'étais un doux parce que j'étais scandalisé qu'on m'ait caché, qu'il m'ait caché. J'avais l'impression d'avoir courtisé un criminel. Parce que moi, dans mon imaginaire, le juif, c'est le mal absolu. Et donc, m'avoir caché ça, c'était une trahison. Ce n'était pas mon ami, il n'avait pas à me dire quoi que ce soit. Mais j'étais scandalisé par cette information que je viens de découvrir, même si, au fond de moi, j'avais une petite voix qui disait, mais quand même, c'est pas juste qui lui est arrivé parce qu'il est le premier de la classe. Il pouvait prétendre à cette bourse. Il était même parmi les premiers de la série, puisque cette bourse ne pouvait être donnée qu'au meilleur de la crème de la série. Et donc, en fait, je ne pouvais pas, donc je suis parti en France. Pardonnez-moi, c'était quelle année? Comment? Quelle année? L'année. C'était dans les années 83. Vous allez savoir mon âge, vous allez pouvoir me rappeler. Parce qu'il n'y a plus de juifs. Il y a des juifs en 83. Non, en fait, oui, ça c'était effectivement c'est 82-83, l'année de mon baccalauréat. Et moi, je suis venu en France en 86. Et depuis mon arrivée en France, même avant, j'avais cette anesthésie qui est cachée dans mon conscience sans doute, même si elle était présente. Je vivais avec, en me trahissant même de mes propres valeurs. Malgré tout, je pensais que j'étais humaniste, voilà, donc c'est ça les contradictions en fait. Et c'est aussi avec mon cheminement en France que ça m'est venu à l'esprit de raconter cette injustice faite à mon camarade juif avec le roman Grandir hier, mon premier roman qui est écrit en 2004, c'est-à-dire entre 1986 et 2004. Il m'a fallu du temps, donc c'est pas voilà, pas de deux quelque part des mêmes romans, je me dis comment ça se fait que j'ai mis autant de temps. Donc en France, effectivement, heureusement, je suis arrivé en France, c'est donc à mon culture.
un accès à la liberté, surtout un accès à l'information dont je ne disposais pas, et des rencontres. Le seul très bien que j'étais, je suis arrivé avec des bagages antisémites, je suis arrivé avec des a priori antisémites, comme on l'entend aujourd'hui. La France est dominée par le sioniste, la France est dominée par les juifs, etc., etc. Je vous passe des pires, avec des médias. J'étais animé par ces clichés antisémites. Mais arrivé dans cette France, dans cette République qui m'a tout donné, petit à petit, c'est la France qui m'a tout donné, qui m'a tout appris, réappris, et c'est la France qui m'a fait rencontrer des gens formidables. Je me rappelle d'un camarade de la première année, d'un camarade à l'école qui est socialiste, qui était socialiste, qui est devenu par la suite quelqu'un d'un responsable éminent, je ne sais pas si le responsable aujourd'hui va rester socialiste. Je me rappelle des discussions avec lui qui pointaient mon antisémitisme. Et moi, de résister, comme aujourd'hui, je peux résister n'importe quel argument d'Algérie ou de Syrie sur mes opinions, sur de mon droit, ma légitimité, de l'estime. Mais il m'a beaucoup aidé dans cette confrontation. Il m'a donné des livres à lire, il m'a fait voir des films sur la Shoah notamment. Et donc, j'ai découvert la Shoah, c'est un premier choc de voir cette industrialisation de la mort. C'est ça qui est dire comment un être humain arrive un jour à industrialiser cette mort parce que lui, aucune cause au monde ne peut justifier l'oubli de cette horrible, je ne sais pas comment le qualifier, c'est pas un massacre, c'est voilà, c'est l'holocauste de la Shoah. Et en fait, je crois que ce jour-là, je n'ai pas pu dormir, même toute la semaine. J'étais obsédé par ça. Non, mais comment ça se fait? Mais comment nous, on occulte cette information? On ne dit pas, en Syrie, il n'y avait pas Internet. On nous parlait jamais de la Shoah. On disait, oui, bien sûr, il y avait 6 millions de personnes, 6 millions de Palestiniens. C'était des Allemands, c'était des Français, des Polonais, des Italiens, des Belges, etc., etc. Des résistants au nazisme, jamais le mot histoire. Aucune estime, même dans ma culture communiste, dans les cultes de j'ai fait beaucoup de lectures, jamais le mot histoire. J'étais un lecteur de l'idée de romans, de la littérature soviétique, parce qu'on vous donne plus, voilà, il y a plus ça sur le marché, des idées, des romans soviétiques en rafale. Jamais on me parle de juifs, voilà, peut-être la traduction est en arabe, il y a jamais lu le mot juif dans les drames de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comment on va dire, ça, les rencontres, les lectures, et puis, encore une fois, vous partager ce témoignage, c'est un ami allemand, c'est pareil à l'école. Un jour, il a pleuré, je vous assure qu'il a pleuré, en voyant mon antisémitisme et ma haine. Il me dit, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il a pleuré. Le lendemain, il m'a sorti un livre, sans rien dire, il l'a laissé sur ma table. Chambre d'universitaire à Saint-Gilles-Montoise. Et l'autobus. C'était l'autobus. Il me l'a laissé, et je l'ai lu. J'ai aussi pu voir, en fait, à travers des lectures, qu'en fait, les peuples juifs, il a aussi sa vie franche. On ne parle jamais de France.
du peuple juif. On ne parle que de souffrance des Palestiniens. Et encore, on trompe l'histoire, on ne raconte pas toute l'histoire. J'ai vu que le peuple juif, depuis, après l'Holocauste, comment cette odyssée d'aller rejoindre une terre d'Israël, vivre, bâtir sa vie, c'était pas dans la facilité non plus. Et donc, voilà, en fait, comment en fait, la France l'a un peu aidé. Donc, il y avait aussi les accords d'Oslo à l'époque. On commençait à apercevoir une sorte d'espoir de paix. Donc, j'étais encore entre deux. Je n'étais pas encore pro-israélien, mais je disais, waouh, un jour, il y aura la paix. Donc, un jour, c'est possible de la paix. Donc, les accords d'Oslo. Et puis, j'ai commencé, il y a un passage de ma vie qui a basculé aussi, c'est que je commençais à regarder des films israéliens. D'abord, c'est l'Italie. Et moi, c'était une révélation. Pourquoi? C'est tout bête. Je voyais une société israélienne humanisée. Alors, comment on raconte? Ce sont des diables, du monde, des militaires, des criminels, des violeurs, des buveurs de sang. Là, avec les films d'Israël, c'était une beauté pour moi. Je ne une société comme toutes les sociétés, de l'amour, de la haine, de la violence. Et quand il part, ça me fascinait, ça m'intriguait, ça me fascinait, sans savoir. Et quand j'ai vu, même, il y a un de ces films qui raconte comment un Palestinien homosexuel a fui les territoires administrés par les Palestiniens en Israël et comment il ne voulait pas venir. Il est vivant, s'il vous plaît, laissez-moi, je veux rester sans papier, je veux rester en Israël. Et moi, ça m'a beaucoup touché, beaucoup. Et donc, en fait, petit à petit, avec les lectures, les rencontres, pour parler du monde, d'abord, il y avait le refus total, ensuite, il y avait l'apprentissage continu de ce que je ne savais pas. Cet apprentissage me faisait douter dans le doute, mais aussi dans la négation. Ensuite, je ne finis pas accepter qu'il y a une autre version, qu'il y a d'autres souffrances, et cette acceptation s'est transformée par une curiosité. La curiosité s'est transformée par une attirance, par oui, par une jalousie même. J'étais jaloux parce que ce que je voyais de la société israélienne m'a fasciné. Donc, il y avait de la fascination de plus en plus. Et puis, il y a eu dans tes cours aussi ce rêve d'aller en Israël. Un rêve que je ne pouvais jamais imaginer possible. Comment tu vas aller en Israël, le pays de tes ennemis, le pays? Et oui, donc j'ai décidé un jour de réaliser mon rêve contre tout. Ma famille m'a rejeté en quelque sorte. Beaucoup de critiques, je suis le traître, je suis le vendu, je suis je ne sais pas quoi encore, de réaliser un rêve parce que j'ai décidé d'être, en fait, d'aller à la rencontre de cet ennemi que je ne connaissais pas. J'ai décidé d'accepter sa version des faits. C'est ma décision. J'ai décidé de l'aimer. J'ai décidé d'être de son côté et de le défendre. Comment? C'était avant le pogrom, donc en 2022-2023. Et en fait, ce processus, alors on me dirait, mais pourquoi être pro-israélien? Donc, comme je dis, c'est une décision que j'ai prise, mais c'est surtout, je trouve, c'est rendre justice. Rendre justice à une injustice que j'ai accumulée dans ma culture
D'abord, il y a le style historique. On a beau dire, on dit non, mais en fait, les Juifs, c'est une religion, c'est pas un peuple. On ne peut pas accepter que tous les religieux juifs du monde viennent de tout le monde et venir en Israël. Sinon, bon, non, les Juifs ne sont pas une religion. C'est encore, désolé, c'est un peu excessif, quand j'entends dire nos compatriotes de construction juifs. Moi, j'aime dire juif, tout simplement. C'est un peuple juif qu'on veuille ou pas. C'est un peuple qui a été dispersé. Alors, il y a des versions historiques, on va vous dire mais non, la Torah a été trafiquée et écrite, et blabla, et blabla. Sauf qu'on sait tous que la culture juive a été perpétuée de génération en génération. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Pologne, que ce soit en Syrie, en Irak, c'est les mêmes traditions. Je dirais même plus, c'est la même langue. L'hébreu, vous n'avez rien à discuter. Bien sûr, l'hébreu a évolué, a changé. Certains diraient que, voilà, et les Polonais vont parler des yiddish. Mais l'hébreu, c'est le cœur, il est là. Il a été parlé depuis 3000 ans. Aucune langue aussi ancienne n'est parlée aujourd'hui comme l'hébreu. Les enfants, ils apprennent l'hébreu qui était parlé il y a 3000 ans. Quel miracle! Quelle beauté, quel projet! Moi, je suis admiratif. Je suis admiratif de ce peuple. Et donc, cette injustice, on leur dit, mais non, vous n'êtes pas légitime, etc. Une autre injustice qui m'a paru au instant là, on se demande, ouais. Une autre injustice qui est pour moi flagrante, c'est quand je suis allé à Jérusalem, je me suis rendu compte de cette injustice, c'est que vous avez donc la mosquée Al-Aqsa, ce qu'ils appellent l'esplanade de la mosquée, qui est le mont du Temple, qui était construit sur les ruines d'un temple. Il n'y a pas plus injuste que ça, parce que malheureusement, la religion musulmane qui a fait ça, on fait ça pas, ils sont en Jérusalem, à Damas, c'est pareil, à Istanbul, c'est pareil. Donc, moi, cette injustice me revoit quelque part. Non seulement ils ont compris, mais aujourd'hui, les Juifs n'ont pas le droit de mettre les pieds sur le front du temple sans autorisation. Mais le pire, c'est que quand un juif est dans le monde du temple, les musulmans vont crier. On ne dit pas ça. En arabe, on lui dit c'est juif, salisse, c'est donc notamment, ils rendent, c'est comme par leur présence, ils rendent l'esplanade de la mosquée impure. C'est horrible de se déterminer aussi pourquoi je suis pro-israélien et fervent défenseur de la cause du Christ dans le monde, parce que je suis allé donc plusieurs fois en Israël et j'ai découvert cette société en fait bien sûr moderne, l'innovation, mais c'est surtout j'ai découvert l'amour de la vie d'Israël. Vous ne pouvez pas vous rendre compte sans voir sur place. Tout est dit, cet amour de la vie, ça me. Je restais des heures dans les rues, à regarder les Israéliens, juste à les regarder. Ne croyez pas, mais c'est possible que je sois en Israël, moi, je sais bien, d'avoir cette sensation qui, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je me dis c'est pas possible, c'est pas vrai, mais cet amour de la vie, je l'ai vu, et surtout cette humanité. Pourquoi? Parce que à chaque fois, donc moi, j'ai provoqué mes rencontres, des gens que je ne connaissais pas. Et à chaque fois, je vous assure, on me disait, mais on est mort, aider les Palestiniens. On est triste pour ce qui se passe avec les Palestiniens.
Mais comment on peut les aider? Le refuge, mais comment? Mais moi, venant de Syrie, jamais pendant mon travail aujourd'hui, ni ailleurs, ni ailleurs, ni il y a 50 ans, un seul Syrien dirait les pauvres Israéliens, comment on peut les aider? Les pauvres Palestiniens. Comment? Oui, bien sûr, mais peut-être au contraire, en fait, c'est ça qui est sévère, c'est-à-dire qu'on a cette haine qui est ancrée, que je ne me rends même pas compte, en fait. Et moi, je me dis, si vraiment il y avait 15% de l'humanité dans le camp, dans le monde en face, de ce que les Israéliens ont de leurs ennemis, j'ai moi-même rencontré des gens, je vous assure, qui allaient chercher des Palestiniens pour les faire soigner en Israël. C'est pas de la propagande, c'est les gens sont prêts. C'est ça qui est décideur. Et ces mêmes gens, le 7 octobre, pardon, le micro. Oui, le micro. Ces mêmes gens, ils fêtaient la mort de ceux qui venaient les sauver. C'est ça le drame, en fait. Et alors, n'en parlons pas de l'apartheid, dont on dit toujours l'apartheid israélien, et où l'apartheid, il y a 20% d'arabes israéliens. C'est le seul arabe dans le monde, dans le Moyen-Orient en tout cas, qui bénéficie des droits civiques complets. Jamais dans aucun pays arabe, ça peut arriver de députés, des militaires, des policiers, des juges dans la Cour suprême, un juge arabe qui a fait condamner un président, un ex-président israélien, des médecins, de rencontrer des responsables d'un grand organisme bancaire israélien qui est arabe israélien, les doyens des universités, les professeurs, et nous, le partage. Ces gens-là qui à Israël ne connaissent pas Israël. Il y a beaucoup de choses à dire, mais si vous préférez, donc on va des questions-réponses comme ça, on va laisser avant de vous donner la parole. Déjà, merci. Dans ce que vous avez dit, Alexandre, moi, ce que je retiens, la première chose que je retiens, c'est qu'il y a un choix que tu as fait. Et moi, je dis toujours qu'effectivement, on a un choix. On fait le choix soit de haïr, soit d'aimer, soit de construire, soit de vouloir anéantir. Et c'est vrai qu'en tant que personne issue justement des cultures musulmanes, moi, c'est assez marrant parce que je ne vois pas des similitudes. Et c'est vrai que ce choix-là, moi, je l'ai fait aussi à un moment, un peu aussi, parce que d'abord, j'étais aussi dans une ouverture, comme toi, tu l'as été à un moment. Tu as accepté d'aller vers l'autre, tu as accepté, on te donne des ouvrages à lire pour aller voir ailleurs et de ne pas être fermé. Ce qu'on appelle le doute, et c'est ce que les islamistes détestent, c'est qu'on ait à un moment le doute, que les gens sèment le doute en nous, parce qu'ils savent que si on sème le doute, il peut y avoir cette ouverture et on peut franchir le pas à un moment donné. Et effectivement, il y a un choix. Le choix qui nous est donné, c'est soit à un moment donné d'accepter d'aller voir ailleurs, d'aimer l'autre, d'aller à la rencontre, de s'ouvrir, d'apprendre et de se remettre en question aussi. Accepter aussi le fait et reconnaître qu'on a été injuste, que de ne pas avoir honte d'avoir fait une erreur, mais de l'accepter et par conséquent d'accepter aussi de changer, d'avoir des changements en nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que, comme tu le disais très bien, à partir du moment où on fait ce choix-là, on sait qu'on a d'autres portes qui se ferment, celle de la famille, celle de la communauté musulmane. Et donc c'est vrai qu'il y a cette opportunité-là. Donc, à un moment donné, quand on dit oui, mais ils n'ont pas le choix, non, on a toujours le choix. Après, on choisit le bien, on choisit le mal. Surtout de le choix, surtout quand on vit dans des pays comme ici, où on a cette possibilité-là. La justice et l'injustice, c'est vrai aussi, c'est ce qui permet, et je pense aussi, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, et on le voit de plus en plus, que des personnes issues des cultures
musulmane, commence à prendre position pour Israël. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas vrai. Quand on a entendu la haine toute notre enfance jusqu'à l'âge adulte, quand on voit ces massacres, quand on voit ces appels à la haine, quand on voit une culture qui ne sème et qui n'appelle qu'à la haine, alors qu'on nous a fait croire que justement, ils étaient plutôt eux dans la haine vis-à-vis de nous, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, ben, il y a une injustice, il faut rendre à un moment donné justice, on ne peut pas faire autrement que de le dire, que de le crier, et de vouloir justement transmettre ça à d'autres personnes en espérant que d'autres évidemment se révèlent, pour éviter la guerre, pour éviter qu'à un moment donné, ben, ce soit un bain de sang même ici. Tu parlais au début, tu disais le conflit des civilisations, tu ne savais pas trop comment, mais en même temps, c'est deux visions du monde qui s'affrontent. Le monde arabo-musulman qui est face au monde occidental de la démocratie, qu'ils détestent, qu'ils veulent anéantir, puisque leur projet, et ça, c'était une de mes questions par rapport à la prophétie califale, puisqu'on l'entend très souvent dire que l'un des signes de la fin du monde, c'est le jour où Jérusalem deviendra musulman, où le monde entier deviendra musulman. Donc il y a quand même quelque chose qui est ancré bien avant le conflit israélo-palestinien et qui n'a pas que ce conflit-là, le fait de prendre parti pour la Palestine, comme tu disais aussi au début, c'est on voit bien que les Palestiniens de partout sont rejetés, sont maltraités, etc. Donc voilà, donc moi je voulais surtout t'entendre par rapport à la prophétie califale, et puis ensuite je passerai la parole à d'autres personnes. Oui, je vais te répondre à votre question, mais j'aime bien revenir sur le mot doute. Le mot doute que vous avez utilisé il y a beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages. Mais pourquoi vous répétez toujours la même chose? Personne ne veut écouter, ils sont embrigadés, ils sont imbibés, ils sont dans la haine, on ne peut pas les chanter. Moi, je dis, mon objectif, c'est de semer le doute dans leur esprit. De dire, peut-être il y a autre chose, ça ne va pas marcher tout de suite, ça ne va pas marcher demain, on est dans mon but, donc non. Demain, on est dans mon livre, non plus, il ne va pas changer. Mais c'est un doute qui va s'installer et qui va peut-être faire son travail. Moi, c'est le doute qui a fait son travail. Et il a pu résister, il a pris beaucoup de temps. Maintenant, je dis qu'il a pris beaucoup de temps pour être ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est le doute, c'est notre arme. C'est qu'il faut continuer à le prêcher. Quand je fais des luttes contre Rima Hassan, je m'en fous de Rima Hassan. Que je m'adresse à ceux qui lisent Rima Hassan. Je voudrais leur semer le doute dans leur esprit. Et c'est notre objectif, c'est le contact de nos mal. Je veux que les gens de ma culture puissent entendre. S'il y a un parmi eux qui doute, j'ai gagné. Alors, je dis cette histoire de fin du monde, je ne sais pas, c'était quoi votre question, mais je vais vous raconter. C'était quoi votre question? Par rapport à la prophétie, oui. La fin du monde, quand on annonce que oui, Israël musulman et le monde entier deviendra musulman, et ça annonce la fin du monde. Alors moi, ça, je l'ai entendu depuis le site. D'abord, bon, et puis surtout, ce qui m'a choqué, c'est que je l'ai entendu en France, dans ma vie professionnelle, je suis responsable de projet informatique, donc on faisait appel à beaucoup d'ingénieurs du Maghreb. Et donc, je fais venir un ingénieur, jeune ingénieur, pas voilé, d'apparence très ouverte. Et un jour, je suis son responsable, on déjeune tête à tête. Elle sait que je suis d'origine syrienne. Elle me sort cette phrase. Elle me dit, Farad, parce qu'à l'époque, je m'appelais Farad, Alexandre, mais mon prénom c'est Farad Alexandre. Elle me dit, Farad, Dieu va nous vaincre un jour, tout le monde va devenir musulman.
elle n'était ni voilée, ni. Donc il y a cette culture, je lui dis, mais attends, tu sais qu'ici les musulmans arrivent en France, tu seras la première victime. De quoi tu me parles? Et ça, cette culture, elle est ancrée aussi. Et beaucoup de gens croient fort comme ça. Et faire comme ça, je sais pas, vous Dur comme fer. mais, Dur comme fer. Dur comme fer. voilà, dur comme ça. Mais en fait, c'est ça. Et donc, c'est notre malheur. En fait, on a une génération entière inculquée sur ce genre de théorie. On a plusieurs générations. Oui. Et le pire, c'est des gens qui vivent ici, qui sont plus ancrés dans cette haine, parce qu'en fait, ils sont aussi encore plus dans l'ignorance. Les gens qui vivent sur place, ils connaissent, et croyez-moi, il y a beaucoup plus d'apostats, plus des gens pro-israéliens sur place qu'ici en France, dans la population arabo-musulmane. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Une dernière question avant de passer aux questions, c'est que tu parlais d'Hitler, qu'on ne parlait pas, par exemple, justement de l'Holocauste, etc. Moi, ce qui m'avait frappé quand j'habitais au Maroc ou en Tunisie, Oui. j'avais vu dans les librairies que les best-sellers, c'était justement Mein Kampf, Oui. Ramadan et Machiavel. Oui. Donc, quelque part, en fait, c'était ce qui était, il n'y a pas très très longtemps, hein, je dirais même en 2018 encore. Oui. Donc on voit bien quand même que ça, c'est quelque chose qui était distribué, qui était vendu. Complètement. Complètement. Et donc, c'est bon ça, mais en fait, en Syrie, moi, je me rappelle, vous avez le bon, comment dire, des détails de livres islamistes sur les livres, qui a porté de main. Donc, qui a acheté le livre 3 sous, vous achetez ce livre et vous lisez et vous êtes donc invité dans cette culture de haine. Alors, moi, je vous parlais de mon neveu palestinien. Mon neveu palestinien, il avait 14 ans aussi, alors son père est palestinien. Donc, il était habité encore plus que moi dans la haine. Et je voyais, donc, de rentrer de France, j'étais content de voir mon neveu. Et je voyais ce genre de livres chez lui. Il hallucinait. Je me dis, mais c'est pauvre enfant, comment il va devenir? Et il me disait, moi, je veux revenir chez moi à Tabac, je vais tuer les bûchers. Malheureusement pour mon neveu, il a fait son chemin. Donc il a légèrement changé, pas beaucoup, légèrement changé au cours de sa vie, sa courte vie, parce qu'il a été en prison par la dictature syrienne, et il a été pendu, tué en tant que résistant contre la dictature. Donc, je voyais ce livre chez lui, je le voyais. Et encore, ma famille, c'est pas la famille la plus représentative dans cette haine. Normalement, on vient d'une famille ouverte, communiste. Son père est communiste, ma mère est communiste, sa mère à lui est communiste. Ils ne sont pas islamisés. Et pourtant, ce genre de livre, il était dans sa librairie. Il en était fier quand il avait 14 ans. C'est à ça qu'on voit la gravité de l'antisémitisme dans le monde arabo-musulman et même ici, après plusieurs générations. Alors on va aux questions-réponses, je vais être comme ça. D'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention. Je vous ai trouvé très sincère, très émouvant. J'ai été très touchée par tout ce que vous avez dit. Je trouve que le chemin que vous avez fait aujourd'hui, en principal, il est lié aussi à votre éducation. Je ne vous entends pas très bien, en fait, pardon. Ah, et là, vous m'entendez mieux? Oui, je disais que je trouvais que le chemin que vous avez fait aujourd'hui, de ce que j'ai entendu, je trouve que votre mère a eu un rôle clé, votre éducation a eu un rôle clé, et tous les Syriens et tous les musulmans n'ont pas eu la chance d'avoir votre mère qui vous a dit attention au fanatisme et attention à la religion. Maintenant, vous parlez devant un public conquis. On est d'accord tous avec ce que vous dites.
et on le sait. Est-ce que ce que vous avez ressenti, votre parcours et ce que vous constatez d'Israël, est-ce que vous essayez de le dire aux vôtres pour que eux prennent aussi, d'une certaine façon, ce chemin que vous avez pris? Alors, merci de cette question qui est très importante à mes yeux parce que ça va me permettre, parce que je suis en train de chercher un éditeur et je dis, je n'ai pas encore rencontré beaucoup, mais je dis que mon livre, Un Syrien en Israël, s'adresse à cette jeunesse arabo-musulmane aussi. Parce que, enfin, il raconte mon cheminement, il raconte comment j'étais antisémite, il raconte comment j'ai vécu dans cette antisémitisme la plus assumée, la plus flagrante, la plus voilà, scandaleuse. Et il raconte ces cheminements. Et j'aimerais beaucoup que ces jeunes lisent ce genre de témoignages. Je ne suis pas les seuls, il y a plein de témoignages comme moi. C'est en faisant ce genre de témoignages, je sais qu'il y aura de la résistance, je sais que, encore une fois, je cherche à s'aimer le doute, je cherche à dire, et s'il y a une autre version de l'histoire, si vous vous ouvrez à cette autre version possible, ne l'acceptez pas, lisez-la, ne l'acceptez pas, mais lisez-la, considérez qu'il y a autre chose que ce que vous avez appris. C'est ce que je raconte un peu dans mon livre. Donc, moi, je sais que mon frère a coupé tout contact avec moi parce que je suis en Israël, mais j'espère que mon livre sera lu. J'espère aussi que j'interviendrai, je souhaite intervenir auprès des jeunes arabo-musulmans pour leur dire ça. Pour leur dire ça, et je souhaite aussi traduire mon livre en arabe. Parce que moi, je l'ai écrit en français. Je souhaite le traduire en arabe, mais aussi en hébreu, parce que ça s'adresse aussi aux Israéliens, en leur disant, encore une fois, ne soyez pas naïfs, les gens, ils veulent vous tuer. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, Hélène a parlé d'éducation. Or, vous venez de dire que vous avez des frères et sœurs, sûrement, qui ont eu la même éducation, la même mère, et pour autant, ils n'ont pas eu le même cheminement. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour ce changement radical d'opinion? Est-ce que c'est le fait de quitter l'opinion? Est-ce que c'est le fait de quitter la Syrie, de venir faire des études en France? Est-ce que c'est votre personnalité avec une curiosité intellectuelle? Ça, c'est une partie de la question. La deuxième, pour avoir la paix, est-ce que vous pensez qu'il y a des Palestiniens qui sont nés à Gaza, qui vivent à Gaza, qui pourraient avoir ce cheminement vers la paix, vers... Alors, pourquoi moi, quelque part, pourquoi pas mes frères et sœurs? Chacun a son expérience, son vécu et son point de vue, je pense. Moi, j'ai toujours été sensible à la souffrance. Je vais vous dire quelque chose de très intime. Je suis né avec un handicap. Et j'ai toujours été sensible à la souffrance des autres, quelque part. Et je pense que, bon, moi, j'ai dépassé mon handicap parce que j'ai fait des études, j'ai travaillé. Je pense aussi ça a joué un rôle. Malheureusement, quand on a des accidents de la vie, qu'on se remet en question. Donc, moi, j'avais cette remise en question perpétuelle, continue. J'avais aussi un rêve, vous n'allez pas me croire, mais depuis là, j'ai 8 ans, je savais que je n'étais pas bien dans ce pays qui s'appelle la Syrie. Je voulais partir en Syrie. Et donc, il avait cette perspective, cette histoire, en disant oui, je sais, un jour, il disait même à mes frères et sœurs, je vais me marier à la Tour Eiffel, je vais avoir des enfants français, etc. C'était à 8 ans qu'il a raconté ça. Donc, oui, donc c'est un cheminement, c'est des accidents de la vie, c'est des rêves, c'est des rencontres. C'est aussi peut-être mes frères et sœurs, je pense que oui, ils n'ont pas eu cette fenêtre, cette chance, ils sont partis
je rentre en Syrie, vous voyez quand même l'écart qui me loin de ma propre famille. Il y a un écart. Et puis, ça me faisait très mal, même avec ma propre mère. C'est un choix, voilà, les gens nous choisissent. Et des fois, on a de la chance d'avoir des opportunités que d'autres, malheureusement, n'ont pas. Pour la deuxième question, je suis obligé d'être très pessimiste. Non. À Gaza, on est dans la haine la plus absolue. La plus absolue. À Gaza, ils sont nourris par le Hamas, et pas uniquement par le Hamas, mais par l'islamisme, parce qu'au-delà de Hamas, par l'islamisme depuis des décennies. Ils savent que le Hamas est corrompu. Ils savent que le Hamas vole des milliards. Ils entassent au Qatar. Ils savent que le Hamas a fait des tunnels, il n'a protégé aucun Palestinien. C'est des terroristes qui sont protégés dans les. Ils savent tout ça. Ils vont pleurer quand il va y avoir un bombardement. Il y a de quoi pleurer, mais moi, ça me rend triste de voir des civils blessés. Mais le lendemain, quand il y a un. J'ai vu en fait le corps de l'otage qui est mort, qui a été tué par les 6 otages israéliens. Et malheureusement, Saal est venu trop tard pour exécuter. Quand ils ont rapatrié le corps, les Palestiniens, en fait, ils ont fait des guerres de joie sur le cadavre, enfin, au passage des cadavres. Mais c'est de quoi halluciner. Donc, on a envie d'aider, on a envie de croire à l'humanité. À chaque fois, on a envie d'y croire, on montre non. Mais aucune cause dans le monde ne peut justifier telle violence. Des cris du doigt, distribution des gâteaux, ils pensent qu'ils vont gagner alors qu'ils savent qu'ils vont bien gagner. Mais c'est ça qui est hallucinant. Et le cri va n'avoir pas. Ils sont amusés par cet islamisme. Ils pensent, comme vous venez de dire, que de toute façon, la fin du monde, c'est pour eux, qu'ils vont être le martyr, ils vont mourir pour la cause musulmane, c'est pas grave, il y en aura d'autres. C'est comme ça. C'est pour ça que les chrétiens, ici, ils disent les Palestiniens qui sont contre l'espace, mais on ne les entend jamais. Vous avez les princes verts, vous entendez Rima Hassan, vous entendez pour moi, Rima Hassan, pour moi, elle n'est pas palestinienne, elle est syrienne. Bon, enfin bref, il y a d'autres militants palestiniens, il y a une militante palestinienne, je l'ai posée il y a 1 an, elle faisait une vidéo, elle a raconté des scandales de Hamas, comment le Hamas l'a torturé en prison et comment, etc. Vous avez entendu dans les médias français? Jamais. Et il y a des voix, mais je suis obligé de le dire, qui sont ultra-militaires, minoritaires comme moi, je suis aussi minoritaire. Heureusement qu'il y en a comme moi, mais on est minoritaire. Les Palestiniens ne sont pas prêts, moi je le dis aujourd'hui, ne sont pas prêts à aller avoir un État, ni à être pris de compassion pour eux, pour qu'ils puissent avoir un État un jour. C'est pour ça que je suis en colère contre le président Macron, contre une solution des États, avant ça, pour combattre la culture de la haine, la culture de la violence. D'abord, et ça prendra une génération peut-être, et après, vous pouvez parler d'un État. Peut-être, pas avant. Eh bien, Alexandre, moi aussi, je voudrais te remercier infiniment. J'ai été bouleversée, j'ai vraiment hâte de lire ton livre, que j'aimerais bien que tu intitules Un antisémite devenu un philosémite heureux et que tu l'envoies à tous les députés LFI, par exemple. Enfin, ça, c'est une boutade. Nous avons aussi une remarque, simplement, un gros problème, c'est que l'islam fabrique non seulement des ignorants, mais des superstitieux. Et la superstition, c'est absolument terrifiant.
justement, ça fait venir la haine. Alors moi, j'ai deux questions extrêmement, peut-être difficiles, mais je pense que tu es très bien placé pour y répondre et pour éclairer. La première chose, tu viens donc d'une famille communiste. Et en effet, ce qu'a remarqué la personne tout à l'heure, c'est que ta mère a eu ce geste, tu sais, comme l'ange qui empêche Abraham de faire. Bref. Mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi, en Iran, les communistes se sont alliés à l'ayatollah Khomeini, à Khomeini à l'époque, et que, évidemment, ils ont tous été soit pendus, soit tués, mais que ça continue, c'est-à-dire que les communistes, même en France, ils allient la cause islamique, alors qu'ils ont, pour exemple, la révolution iranienne qui a été catastrophique pour les communistes. Première question. Seconde question. Comment est-ce qu'on arrive encore, aujourd'hui, on parle de colons israéliens, ces juifs qui viennent d'après un exil, qui refont un retour à leur terre, comme tu le disais, parce que tous les ans, à Pessah et à Pâques, ils disent l'an prochain à Jérusalem, et ce depuis l'exil, mais ils les nomment et ils les qualifient de colons. Or, le plus grand colonisateur, djihadiste et conquérant, c'est l'islam, les arabo-musulmans. Comment est-ce que, puisqu'on sait qu'ils sont partis de l'Arabie Saoudite, qu'ils sont allés en Égypte, au Soudan, qu'ils ont fait des millions de morts en Afrique, qu'ils ont castré plus de 13 millions d'Africains, etc. Et la suite, il y a eu aussi tous les massacres que les gens ne connaissent pas. Ici, par exemple, dans la salle, je ne sais pas si les gens savent qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, les arabo-musulmans ont massacré l'équivalent d'aujourd'hui de presque un quart de la population indienne en Inde. Donc, les gens ne savent pas tout ça. Comment est-ce que tu expliques que ça fonctionne, leur histoire de colons pour les juifs qui reviennent dans leur terre, et qu'on ne parle jamais de cette conquête arabo-musulmane en tant que telle? Voilà. Alors, ma réponse va être très simple à cette question, c'est que dans l'idéologie de l'islam, l'islam est la dernière religion monothéiste, envoyée par le même Dieu que le juif et les chrétiens. Et donc, en fait, ceux qui n'acceptent pas, c'est-à-dire le juif qui ne se convertissent pas à l'islam, c'est du kofar, donc leur sang est, voilà, soit ils sont obligés de se convertir, soit ils payent l'impôt, voilà. Mais en réalité, on voit que cette haine de juifs va être aussi légaliser, enfin légitimer leur tuerie. Donc comment on peut accepter ça? Parce qu'ils sont convaincus que c'est la fin de temps. Donc Dieu a envoyé le dernier prophète sur terre pour esclaviser tout le monde, et c'est la fin du monde. Ils sont convaincus de cette théorie que disait Fadila, cette théorie que la fin du temps, c'est quand tout le monde devient musulman. Et pour eux, cette conquête dont vous parlez, ce n'est pas une conquête coloniale, c'est la conquête de la vérité. C'est la conquête, c'est-à-dire en fait, on vient vous éclairer, vous donner la vérité de Dieu, leur Dieu. Sachant que le Coran est pompé de textes religieux juifs. En fait, ils n'ont rien inventé. Et c'est ça aussi, c'est une injustice pour moi, en fait, quelque part, c'est une injustice, on ne comprend pas. Ils se sont inspirés de judaïsme et ils disent que c'est vous qui êtes encore, on doit vous combattre, vous devez vous convertir, c'est nous qui avons raison, vous avez tort, c'est Dieu qui l'a dit. Mais c'est votre Dieu qui l'a dit, c'est pas le mien. C'est quoi cette histoire? Enfin bref,
Je ne sais pas si j'ai bien répondu, parce qu'ils sont convaincus de leur bon vouloir, de leur bon droit. C'est la fin du temps, c'est comme ça. Mais par contre, la première question, C'était le communisme. Oui. Alors, le communisme, oui. Alors, en Iran, les communistes ils sont alliés avec les mollahs dans l'espoir de gagner le pouvoir. Ils pensaient qu'en alliant aux mollahs, ils vont gagner le pouvoir. Et en réalité, dès que les mollahs sont arrivés au pouvoir, les premières victimes étaient les communistes. Donc, on reproduit le même chemin en France, l'extrême gauche qui s'allie avec l'idéologie islamiste en tentant qu'en fait, en s'adressant à l'électorat communautaire, disons-le, musulman, il va gagner l'élection et donc arriver au pouvoir. Arriver au pouvoir, et en faisant cela, il fait pire que les communistes iraniens. Parce que, en fait, ici, la gauche française nous emporte des rhétoriques de monde arabe, que nous avons des rhétoriques, nous emporte des rhétoriques de monde arabe, comme je disais tout à l'heure, qui nous a empoisonnés pendant des années et des années. Vous reprenez les mêmes rhétoriques. Un député de la France insoumise a dit textuellement Israël a provoqué le 7 octobre pour chasser les Palestiniens, pour tuer d'abord les Palestiniens, les chasser de leur maison et prendre leurs terres, coloniser Gaza. Il a dit textuellement, regardez le coup. C'est exactement la même rhétorique dans la rue arabe. Dans la rue arabe, tout le monde va vous dire c'est Israël qui a fait le Hamas, c'est Israël qui a provoqué le 7 octobre, ils n'ont pas vu, ils ont laissé faire parce qu'ils voulaient coloniser Gaza. Maudit soit Gaza, parce que pourquoi voulez-vous qu'on ait Gaza? C'est de moi tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a à Gaza pour la part? Il n'y a même pas le pétrole, il n'y a rien. C'est hallucinant, mais qui peut croire à ce genre d'argument? Et pourtant, c'est un argument ancré dans la rue arabe et pas uniquement pour Gaza. C'est tout ce qu'on dit. Israël, donc les colons, viennent chasser les Palestiniens, tuer pour prendre leurs terres, et c'est valable pas seulement en Palestine, Palestine, c'est valable même dans le grand projet des grands Israël, de l'Euphrate jusqu'au Nil, c'est l'objectif d'Israël. Israël n'arrive même pas à s'en sortir avec 8 millions d'Israéliens dans cette petite frontière qu'il y a, et vous voulez encore que là, il y a une Euphrate jusqu'au Nil, mais enfin, voilà, donc les communistes, ils pensent à arriver au pouvoir en France avec l'aide des islamistes. Mais c'est plus grave qu'en Iran parce que là, on donne accès, on donne notre jeunesse, à cet islamisme très dangereux. Ce n'est pas seulement la jeunesse française, entre guillemets, du touche, mais toute cette jeunesse arabo-musulmane qui est en France, qui deviendrait un autre monde, avec cette haine qu'on a inculque, comme vous lisez les commentaires, les gens d'origine algérienne, d'origine je ne sais pas quoi, mais ils sont plus haineux que les gens sur place. Et vous vous rendez compte de cette haine, en fait, le 7 octobre, non seulement a libéré la parole, il a démasqué cette quantité énorme, cet antisémitisme ancré, cette haine des juifs, cette violence, cette terreur, l'amour de la terreur, la possibilité de commettre la violence gratuite, c'est expliqué, c'est justifié, c'est normal. Quand Rina Hassan nous dit, oh ben, ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça a commencé en 48. Ça veut dire quoi?
Si c'est en 48, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît même pas l'État d'Israël. Pour elle, Israël est un pays à détruire. Et c'est ça qu'on a vu qu'aujourd'hui, on donne les rendez-vous compte avec quoi ils vont grandir. Et puis pour un peu, Je vais vous donner du papa. pour compléter en fait l'information, c'est que il y a des narratifs, c'est-à-dire qu'on réécrit l'histoire selon les ressentis des gens. Maintenant, quand on voit les universités comme elles sont complètement gangrénées, quand on invite justement des terroristes palestiniens à prendre la parole, etc., on ne se base pas sur des faits ou sur la science, on se base uniquement sur le ressenti, sur réécrire le narratif. Et c'est pour ça que finalement, même quand on dit d'ailleurs pourtant on pourrait aussi prendre le cas d'Algérie, etc. Mais tout ça, la mémoire est complètement effacée pour pouvoir revenir avec un autre récit. Et je pense que c'est là où nous avons un problème, et c'est pour ça que les jeunes actuels, les gens de gauche, croient vraiment en ces nouveaux récits et que finalement ils défendent en fait l'indéfendable. Oui, ben c'est bon. Je pense que tu parlais de similitude tout à l'heure. Et moi, j'ai identifié, toi, tu nous avais raconté ton histoire, et Alexandre vient de nous raconter donc, des épisodes de son histoire aussi. Et j'ai remarqué que toi, c'était ta grand-mère qui avait connu, qui avait vécu avec des juifs, et que Alexandre, lui, c'est un petit déclic qui a grandi, en fait, ce déclic, quand votre mère a chassé l'islamisme de chez vous. Je pense que c'est ça qui a commencé, c'est votre cheminement qui a commencé là. On attend. Merci beaucoup. Je me suis sur X et je suis très très émue par votre récit. Merci beaucoup. C'est pour ça que les femmes ont vraiment une responsabilité aussi, les pères ont une responsabilité. On ne le dit pas souvent, mais on voit aussi que la plupart des jeunes qui passent à l'action, qui passent à l'acte, sont souvent aussi poussés par leur mère, qui sont d'accord avec le fait qu'ils deviennent martyrs. Absolument. Oui, merci beaucoup. Une trajectoire exceptionnelle et je dois raconter très unique comme l'histoire de Fadila. Jean-Louis Soussan, Moëlle Sansal, Florence Bergeau, Laclaire et d'autres considèrent que la situation est extrêmement grave. Je parle de l'Occident. Moëlle Sansal, il y a quelques années, a même prononcé un diagnostic en disant que c'était trop tard et que l'Occident basculait déjà dans l'islamisme de façon irréversible. On voit ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles, on parle avec Fadila, on a l'impression que le point de retour a été dépassé, a été franchi. Est-ce que c'est aussi votre analyse sur ce qui se passe et en Belgique et en France et éventuellement en Espagne Je n'ai pas très bien entendu, mais je pense avoir compris. Est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Alors, moi, je vais répondre que je ne sais pas si c'est trop tard ou si c'est trop tôt, ou je ne sais pas. Je vais répondre, je dis de toute façon, on est obligé de continuer. On n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, je suis pessimiste. Oui, je suis pessimiste par rapport à la France, je suis pessimiste par rapport à l'Europe. Mais j'ai l'espoir que peut-être des responsables politiques prennent les choses d'accord à le corps. C'est l'éducation, c'est la lutte contre l'antisémitisme, c'est l'explication de la vérité. Aucun courage dans le responsable politique. Il y avait le président Macron, il n'a aucun courage, il a peur de cette communauté arabe musulmane, et donc il est en train de s'enlisser presque de devenir un perroquet des Mélenchon. On dirait, et donc en fait, il faut des gens courageux, il faut des responsables courageux qui disent ça. Aujourd'hui, j'en vois pas. Aujourd'hui, j'en vois pas, et malheureusement, aujourd'hui, je pense que c'est pessimiste. Mais pas pour autant, il faut continuer. Moi, par contre, je suis plutôt optimiste parce que je pense que c'est les citoyens qui vont se lever. Et c'est pour ça que j'ai dit justement aux citoyens et aux parents, il faut
absolument apprendre à vos enfants à se défendre en les inscrivant dans des sports de combat. Parce que de l'autre côté, les islamistes, ils le font, ils se préparent à la guerre. Donc il va falloir que nous aussi, on le pousse dans ce point-là, dans ce côté-là. Et d'un autre côté, je pense aussi qu'il peut y avoir à un moment donné des hommes et des femmes, peut-être qui sont encore en politique, qui vont peut-être venir en politique, des gens courageux, qui pourront peut-être justement nous pousser et faire en sorte qu'on puisse se battre contre l'obscurantisme. Oui, je voudrais pas. Vous m'entendez là? Oui. Je voudrais pas rajouter au pessimisme, moi aussi je suis comme vous très pessimiste, mais quand on prend ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne, beaucoup de gens à l'époque, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, pensaient que ça n'y allait pas jusque-là. On sait jusqu'à où ça a été, et le monde occidental a mis 5 ans pour arrêter l'histoire. Aujourd'hui, on n'a pas cette impression d'une action possible et coordonnée du monde occidental. L'Amérique aujourd'hui tient encore. Il n'y a pas la Russie avec. Il n'y a pas la Russie. Et en Europe, il n'y a plus grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'armées. Donc je crois qu'il y a peut-être qu'effectivement, et je ne crois pas à l'éducation, enfin l'éducation est essentielle, hein, mais je ne crois pas à sa réelle efficacité. Et je prendrai un exemple. Mais je veux bien votre sentiment là-dessus. C'est que on a dit pendant des années, on a appris la Shoah aux gens. Oui, ça sert à rien. On a enseigné, ça sert à rien. C'est que chez des gens comme vous, vous êtes exceptionnels. Il faut bien dire que vous êtes exceptionnels dans votre façon d'analyser les choses, de les comprendre, de les entendre. Mais c'est exceptionnel. Et ça reste des cas absolument isolés. L'enseignement de la Shoah n'a pas rendu service. Je ne dis pas que vous n'avez pas l'affaire, hein, mais ça n'a pas du tout été, ça n'est pas arrivé au point où on le souhaitait. Oui, c'est ce que disent beaucoup d'historiens. Donc, je repose ma question différemment, parce que c'est ce que tu sous-entends aussi, Talida. C'est est-ce qu'on va vers la guerre civile et est-ce que ce sera ça la solution? Alors, moi, par contre, je vais répondre à Talida différemment. Je n'avais pas saisi votre question au départ, mais en fait, malgré tout, moi, de confiance, ça paraît peut-être bizarre, mais de confiance dans nos institutions, de confiance dans la République, dans le sens où aujourd'hui, vous dites dans les années 30, on ne savait pas, on disait que non, ça ne pouvait pas arriver. Sauf que depuis c'est arrivé, on a vécu la Shoah. Je pense malgré toute l'Europe conduit les vagues islamistes, la pensée islamiste qui est présente et menaçante, malgré tout, nous avons quand même un arsenal de lois qui protègent aujourd'hui, qui nous protègent et qui protègent la République, qui protègent la société civile, qui protègent aujourd'hui, qui, malgré tout, il y a la loi aujourd'hui. Vous voyez, depuis quelques semaines, on voit des gens qui sont traduits en justice, devant la justice, pour propos antisémites, pour appeler du terrorisme, etc. Donc, dans ces cas-là, dans ce sens-là, j'espère encore, je suis optimiste dans le sens où je pense que la loi nous protège aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. En fait, excuse-moi de te couper, mais juste, moi, j'en étais optimiste par rapport à la loi il y a 5-10 ans. Là, je pense que la loi n'a plus vraiment d'effet. Je pense que maintenant, il y a une autre étape qui doit se faire. C'est vrai, tu as raison. Par exemple, quand on prend le cas de Zineb, là, maintenant, elle est accusée d'apologie du terrorisme. Et on voit bien que même des personnalités comme ça qui ont défendu la laïcité, comment ils sont tous se retrouver, c'est vraiment le butin de guerre pour les islamistes. Et moi, ce que je crains par rapport à elle, c'est qu'elle va servir d'exemple et qu'il y a probablement des gens qui étaient dans le doute et qui voulaient sortir justement de la haine, qui vont se dire, ah ben tiens, finalement, eh ben, peut-être que l'islam a raison, peut-être que ces islamistes ont raison. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils essaient de faire passer comme message. Je faisais l'attaquer là, quand même. L'attaquer à l'allemand. Merci beaucoup. Je vous suis sur Twitter et je reposte, tout va bien. Je vous remercie aussi parce que vous m'avez expliqué quelque chose que je ne comprenais pas. Dans l'histoire de la petite fille, il y a la fillette qui a été violée à Courbevoie.
fait, il y a eu deux raisons qui ont été énoncées comme cause du viol. Donc, l'un, c'était elle avait caché qu'elle était juive, l'autre, elle parlait mal de la Palestine. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ce mensonge avait pu provoquer cela. Et vous me l'avez expliqué, c'était pas l'histoire du mensonge, c'était le dégoût. Donc, merci, c'est important. Vous avez indiqué que lorsque vous lisez ce qu'on lit tous avec consternation, vous avez l'impression d'être retourné en Syrie il y a 50 ans. Oui. Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que, quand même, il y a quelque chose d'incompréhensible, de totalement incompréhensible, même si on est d'accord qu'il n'y a plus de faits, qu'il n'y a que le narratif, qu'il n'y a que les opinions, qu'il n'y a que tout ça, à un moment, il y a quand même des étincelles d'intelligence, je ne sais pas, ça devient incompréhensible. Si vous avez un tout petit peu d'explication, et juste dernier point, quand on parle du conflit israélo-arabe et de la place des Palestiniens, des dits Palestiniens, je ne sais pas déjà les Palestiniens, les dits Palestiniens, tant qu'on ne revient pas à la création de cette bombe à retardement par l'UNRWA, qui leur a donné un statut héréditaire et leur a donné des milliards, uniquement pour que cela devienne une bombe à retardement, on oublie l'origine du problème. Voilà. Malheureusement, vous avez raison, c'est le cœur du problème. Hein. Donc, nous avons financé la culture de la haine, le droit qui apprend comment tuer le juif. Il y a un problème. Et donc, c'est le problème de réfugiés qui s'hérite de père en fils, de génération en génération. C'est un problème parce que vous avez des millions de Palestiniens dans les pays arabes à qui on ne leur donne aucune citoyenneté, aucun droit civique, et encore pire, ils vivent dans les bidonvilles. Et les cercles vicieux, c'est quoi? Quand vous les mettez dans les bidonvilles comme ça, et bien la violence, l'intégrisme musulman, ça ne fait que grandir. Donc oui, retournons le problème de toute façon, aucune solution aujourd'hui pour le conflit arabo-israélien ne pourra se faire sans régler le problème de réfugiés qui ne sont plus des réfugiés. Ils sont des citoyens des pays où ils sont nés. Alors on pourra dire qu'ils sont d'origine palestinienne, mais oui, mais il faut qu'ils soient citoyens des Syriens, ils vivent en Syrie, ils sont des Syriens, il faut qu'ils les droits civils des Syriens. Moi, mon neveu est palestinien, sa mère est syrienne, sa grand-mère paternelle, le père de son père est palestinien, mais la mère de son père est italienne. En fait, lui, il est haïdar palestinien. Il est mort dans les statistiques pour la Syrie, il est mort en s'opposant à la dictature syrienne, mais dans les statistiques, il est palestinien. Là, il y a le palestinien, il est haïdar palestinien, son père est né en Syrie, son arrière-grand-père, son grand-père, pardon, est venu à 8 ans, je ne sais pas à quel âge, de sa base, de ce qu'on appelait la Palestine mandataire. Et puis voilà. Donc oui, il ne faut passer par cette religion de réfugiés qui ne sont plus réfugiés. C'est un drame. Alors, j'ai loupé les 10 premières minutes grâce à Madame Hidalgo et les bouchons, bien sûr. Je voulais savoir comment vous étiez rencontrés tous les deux, comment vous avez pris contact. Je n'ai pas entendu, pardon. Comment est-ce qu'on s'est connus tous les deux? Comment on a pris contact? Alors on s'est connus tellement vas-y, allez-y si vous voulez. Non, vas-y, je t'en prie. Fais la commence. On s'est connus donc sur Twitter, donc Sur X, un jour, j'étais dans deux
soirée et de la paix faite par les Marshall Gomez. Et d'arriver à cette soirée, il y a pas dire, vous êtes Alexandre Despins? Il dit oui, c'est moi. Et puis il est reconnu depuis, on s'est croisés dans cette soirée, on s'est parlé, on a gardé contact. On avait même évoqué les projets de faire un voyage en Israël, j'espère qu'on le retrouvera. Et puis voilà. On attend d'être invité, en vrai. Mais en fait, c'est l'idée d'aller en Israël, justement, je pense que c'est aussi, comme tu l'as dit là tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment envie de d'éveiller les consciences, parce qu'il y a deux consciences à éveiller. D'abord, il y a les consciences des personnes, même du monde arabo-musulman. Moi, par exemple, j'ai une amie qui est d'origine marocaine, qui m'écoute, à chaque fois qu'on se voit, elle m'écoute, elle entend tout ce que je dis, etc. Et là, pour la première fois, elle est venue avec moi à un rassemblement de manifestation pour la défense d'Israël et pour les otages. Et elle a appris énormément aussi, parce que du coup, en discutant avec elle, en lui disant, je l'ai invitée à lire le livre de Georges Bensoussan, elle l'a acheté, elle est en train de le lire, et son fils, qui est moitié marocain, moitié belge, lui, il suit des cours en supérieur, et lui, il est complètement woke. Et donc, alors, je l'ai surprise, on était à table, et je l'ai surprise en train de discuter avec son fils en disant, oui, mais attention quand même, parce que de ne pas se faire avoir, parce que tu sais, le monde du wokisme, etc. Donc, elle a repris exactement tout ce qu'elle a pu entendre, ses lectures, etc. Et elle donne une autre version, elle, à son fils par rapport à ce qui se passe justement dans le conflit. Et donc, on s'adresse à ces personnes-là, mais on s'adresse aussi, on aimerait s'adresser aux idiots utiles, c'est-à-dire les collabos, on n'y pense même pas, parce que c'est des collabos, ils savent très bien, on les a, voilà, ils sont dangereux, on sait très bien qu'ils sont comme Caron ou d'autres chez les fils, etc. Mais de l'autre côté, il y a vraiment, je pense, des gens qui sont vraiment idiots, qui ne comprennent pas ce qui se passe, tous ces jeunes à l'université à qui on bourre le crâne, à qui on dit bah, c'est pauvres victimes, etc. Ces professeurs, eux, qui sont des collabos, qui donnent plus cours et qui ne transmettent plus la connaissance, mais qui transmettent l'idéologie, quelle qu'elle soit. Et c'est vraiment à ça qu'on veut, à ces personnes-là qu'on aimerait vraiment dire qu'il faut faire attention. Et puis aussi par rapport à Israël, c'est-à-dire que même en Israël, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui sont encore naïfs, qui s'imaginent que paix mais moi, je crois honnêtement, et tu me diras toi ce que tu en penses, mais pour moi, la paix n'est possible qu'à partir du moment où on arrivera à nettoyer, on va dire, mentalement, intellectuellement, 4 générations. Il faut vraiment que les enfants qui naissent, à un moment donné, il va falloir les rééduquer, il va falloir contrôler tous les ONG qui sont sur place, qui aussi font de la propagande, que ce soit même l'ONU, visiblement, que ce soit Amnesty International, que ce soit l'UNRWA, etc. Ils transmettent et l'Europe les finance. Nous finançons l'Europe. Et j'attire aussi l'attention sur Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, il y a des réfugiés gazaouis qui viennent tous les mois. Et ils ne viennent pas là par hasard, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une influence sur l'Union européenne qui va eux-mêmes financer évidemment toute la propagande pro-Hamas. Je suis d'accord avec toi, mais c'est important. La paix ne pourra venir que le jour où on a donné une autre éducation contre cette éducation de la haine, cette culture de la haine, de génération. Et c'est pour ça, depuis, à chaque fois, je dis, je compte de tous contre ceux qui disent on va à la solution à Gaza, maintenant c'est le feu et la reconnaissance de l'État palestinien. Nous ne sommes pas là, c'est pas possible, c'est impossible. Il faut exterminer, je suis désolé, c'est un verbe très violent, exterminer le Hamas, exterminer la culture de la haine, la culture de la violence, pas la haine uniquement. Quand la limite, vous pouvez haïr, ne pas aimer quelqu'un, mais le tuer, justifier sa mort, justifier l'horreur, la terreur, c'est ça qui ne va pas. Et donc, déraciner cette culture de la violence et de la haine, entendu, tu as dit
4 générations. Ouais, c'est ça, 4 générations. C'est-à-dire 100 ans. Eh bien, je ne vais pas dire autant, mais il faut, c'est une question de génération, parce que, voilà, il faut que les nouvelles générations naissent avec la possibilité de dire, bah, l'autre, il a le droit d'exister, l'autre, il a le droit à l'autodétermination comme moi. Et en fait, le problème des arts, ils n'ont jamais accepté le droit de lui à l'autodétermination. Ils ne l'acceptent pas. Qu'ils ne soient pas des dignes. Comment? Qu'ils ne soient pas des dignes. Voilà. Si je peux juste me permettre juste un truc. Attends, juste un truc. Je pense qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une vraie guerre sémantique parce que je suis d'accord avec madame. Moi, je ne dis jamais le peuple palestinien parce qu'il n'existe pas, ce peuple. Il vient de Syrie, il vient d'Égypte, il vient du Liban, etc. Et que autrefois, avant la reconnaissance d'Israël en tant qu'État, puisque la Palestine, c'était les Romains qui avaient nommé cet État juif, et bien avant, les Juifs qui venaient, par exemple, suite au pogrom russe, faisaient leur alia en Palestine. Oui, donc, il faut, cette guerre sémantique, elle est absolument essentielle. c'est dommage parce qu'à un moment donné, Israël, avant la création d'Israël, on parlait de Palestine. Vous voyez les journaux, en hébreu, les Arabes ont attaqué pas la Palestine. Un Palestinien, c'est. Donc, moi, je dis à mes amis israéliens, au lieu de donner le nom d'Israël, vous aurez dû garder le nom Palestine. Ça, c'est Jacob. Bon, on parlait de pessimisme et d'optimisme. Moi, j'adore citer Golda Meir, la grande Golda Meir. Le pessimisme est un luxe qu'un juif ne peut pas se permettre. Oui. On n'a pas le choix. On est obligé d'être optimiste. Et moi, je suis. Eh ben, moi, pour moi, par contre, je vais rajouter à ça, le pessimisme est un moteur pour avoir l'optimisme. C'est-à-dire, si on est naïf, sur le optimisme par défaut, eh ben, on va être aveugle, on ne va pas voir le problème. Et sur mon message, en disant regardez la haine en face, parce qu'elle est énorme, elle est géante, 4 générations pour la combattre, ça montre l'ampleur. Il n'y a pas de quoi être optimiste, mais bien sûr, on va être. Moi, c'est ma définition de la vie. On est là pour être optimiste. On est des résistants. Merci beaucoup. On va conclure parce que merci beaucoup. C'est quand le livre? Je crois qu'il cherche un éditeur. C'est le livre. Donc, si vous connaissez un éditeur. Alors, merci beaucoup. Je vais juste encore dire un petit mot. Le 24 octobre, il y aura une formation qui s'appelle l'islamisme pour les nuls. Donc, ce sera un petit comité, maximum de 20 personnes, parce que l'objectif, c'est qu'on puisse former les personnes à décrypter le langage des islamistes, à décrypter l'islamisme. Donc, je vous conseille vraiment, pour ceux qui le souhaitent, de rapidement vous inscrire parce que ça a beaucoup de succès. Et que c'est une formation quand vous inscrivez sur le site www.cafla.be, cafla.be. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter pour obtenir à chaque fois les informations. Il y aura 2 formations, et puis après on verra pour 2025. Et l'objectif, donc on avait fait ça l'année passée à Bruxelles. Et c'était vraiment très intéressant de voir justement comment est-ce que les gens peuvent entendre un message. Donc, comment est-ce que ça se passe? On passe des vidéos, c'est très interactif. On vous demande votre avis sur ce que vous écoutez et nous, du coup, on vous explique ce qu'on peut aussi entendre. C'est ce qu'on appelle le double discours à travers des personnages connus en France et ailleurs. Et puis par des choses des vidéos qui avaient été réalisées dans les années 90 en Belgique, où c'était encore possible d'avoir des reportages qui étaient plutôt objectifs, ce
possible. Et vous allez voir l'évolution aussi de l'islamisme à travers ces vidéos où on voit vraiment, c'est hallucinant. Donc je vous conseille vivement de vous inscrire à cette... et ce sera ici à Paris, au Salon Roche. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Alors là, Alexandre, excellent. Juste une minute.